Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, tranquille. Alors, on parle de quoi ce matin? L'actualité internationale. L'actualité internationale est riche ce matin en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, où il y a eu un certain nombre de rebondissements, malheureusement, pour la plupart. D'abord, la première chose, c'est que, évidemment, les autorités françaises ont décidé de sanctionner le Mali du fait du putsch du 24 mai dernier, au cours duquel les responsables de l'exécutif de la transition, à savoir le président de la transition, Bandao, et le premier ministre Mokhtar Ouane, avaient été remplacés. Et évidemment, la Cour constitutionnelle ayant validé le fait que le colonel Assimi Goïta, qui était le chef des putschistes qui avait obtenu la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, et qui occupait jusqu'à présent le poste de vice-président de la transition. Celui-ci a donc été désigné par la Cour constitutionnelle comme étant le nouveau président de la transition malienne, 9 mois après, évidemment, la mise en place de cette transition-là. À la suite de ce coup d'État, on le sait, la CEDEAO et l'Union africaine ont décidé de suspendre le Mali de l'ensemble de ses instances, et la France a emboîté un peu le pas de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine en suspendant sa coopération militaire avec les forces armées maliennes. Il faut savoir que depuis 2015, la France est engagée au Mali dans le cadre de la force Barkhane. C'est une opération de troupes spéciales qui veille à opérer sur le terrain conjointement avec les forces armées maliennes pour lutter contre le terrorisme djihadiste qui menace ce pays-là depuis 2012. Et ensuite, à côté de cela, il y a également un volet concernant la formation des militaires, notamment pour les entraîner dans l'art de combat contre les djihadistes. Et puis, il y a un troisième volet, c'est celui, évidemment, du renseignement dans lequel la France est appuyée par les États-Unis pour aider, justement, les Maliens à pouvoir mieux organiser leur opération et surtout essayer de suivre et de repérer au sol les différents groupes djihadistes qui opèrent au Mali. Et donc, la France aussi également ne va pas se retirer du Mali pour autant. La France va juste continuer ses opérations en solo sur le territoire malien, mais la France va également continuer à travailler avec les forces du G5 Sahel, le G5 qui est cette force multinationale composée des troupes du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et également, je crois, du Niger. Et donc, toutes ces forces-là travaillent aux côtés de la France pour essayer de permettre, in fine, à ce que ce soit les pays de la sous-région eux-mêmes qui puissent être capables de pouvoir lutter de manière tout à fait autonome contre les troupes djihadistes. Donc, la France rend ici, à travers cette suspension de ses activités militaires au Mali, elle essaie de matérialiser les sanctions qu'elle avait décidé de prendre à l'encontre du nouveau pouvoir au Mali, et particulièrement à l'encontre des putschistes qui sont responsables des démissions de Bandao et de Mokhtar Ouane. Et évidemment, tout ça vise à accentuer la pression sur le nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, afin de le pousser éventuellement à revenir sur sa position et à retransférer le pouvoir à des civils. Alors, on en est peut-être, je ne sais pas si cette sanction-là va marcher, d'autant plus que jusqu'à présent, le colonel Assimi Goïta, qui s'y attendait un peu, n'a toujours pas fait marche arrière. La preuve, il va officiellement prendre ses fonctions de président de la transition ce matin, aujourd'hui même à Bamako. Il sera investi par la Cour constitutionnelle. Et on l'a aussi appris hier qu'au Burkina Faso, il y a eu des attaques non loin de la frontière avec le Mali, des attaques qui auraient fait 138 morts. Ces attaques-là, évidemment, se sont déroulées dans la nuit de vendredi à samedi dernier, et c'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis les violences djihadistes en 2015. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle, aussi bien pour le Burkina Faso que pour la sous-région, parce qu'évidemment, elle montre la capacité de nuisance et la dangerosité des troupes djihadistes, dont l'influence n'a absolument pas baissé depuis la présence notamment des forces françaises dans la région. Les troupes djihadistes qui continuent
de mener leurs opérations principalement dans la partie qu'on appelle la bande des 3 frontières, donc les frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et cela, au vu, enfin pas au vu, mais au pied, ça constitue un pied de nez en réalité contre les forces armées de ces 3 pays-là et surtout les forces françaises qui sont présentes dans la région depuis 2015, comme je l'ai dit plus tôt. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est déjà dans cette attitude de la France-là de suspendre sa coopération militaire avec le Mali, c'est qu'elle donne comme argument qu'elle estime que les nouvelles autorités maliennes, en l'occurrence celles dirigées par le colonel Assimi Goïta, ne sont à leurs yeux ni légitimes ni démocratiques. Et donc, elle attend d'avoir des autorités, d'avoir en face d'elle au Mali des autorités qui soient crédibles, avec lesquelles elle serait en mesure de renouer le dialogue et la coopération. Malheureusement, comme la plupart des observateurs de la politique française en Afrique peuvent le constater, elle n'a pas du tout la même attitude vis-à-vis du Tchad, parce que le Tchad également a subi un coup d'État après la disparition brutale de maréchal Idriss Déby Itno. C'est une transition militaire qui a été mise en place, exactement comme au Mali, même si les conditions dans lesquelles elles se sont faites ne sont pas du tout les mêmes. C'est une transition militaire avec à la tête le général Mahamat Déby, qui est le fils de l'ancien maréchal, le maréchal disparu. Et donc, cette transition, ce coup d'État qui a été perpétré au Mali à la suite de la disparition d'Idriss Déby, n'a reçu de sanctions ni de désapprobation ni de la France, ni de l'Union africaine, ni de la CEMAC. On a l'impression que les autorités africaines, que ce soit les autorités régionales ou les autorités supranationales que représente l'Union africaine, ça rime un peu plus, ça rime d'abord sur la position des pays occidentaux avant de s'arrimer sur leur propre, disons, un positionnement qui serait totalement légitime avec la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est celle-ci, c'est qu'on a 2 États francophones dans lesquels il y a eu des putschs, donc des coups d'État, dans lesquels ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Et on constate que dans un cas, la France n'a absolument pas condamné ce coup d'État-là et n'a absolument pas suspendu sa coopération avec ce pays, parce qu'il faut savoir que la coopération militaire est aussi importante au Mali qu'au Tchad, notamment également dans la lutte contre le djihadisme, puisqu'il y a non seulement des troupes djihadistes qui opèrent notamment à la frontière entre le Tchad et la Libye, mais également on a des groupes de rebelles qui veulent renverser le pouvoir d'Idriss Déby qui était au pouvoir pendant plus de 30 ans. Donc la France continue de coopérer avec ce nouveau gouvernement militaire-là qui a été mis en place en totale violation de la constitution tchadienne, et d'un autre côté, elle sanctionne un autre gouvernement militaire qui a été mis en place, certes pas dans les mêmes conditions, mais qui a également la même coloration. Et donc, il est quand même surprenant que d'un côté, il y ait cette espèce de 2 poids 2 mesures entre ce qui s'est passé au Tchad et ce qui s'est passé en France. Donc, en termes de crédibilité, ça prouve que la France fixe elle-même ses propres normes en matière de démocratie et de légitimité. Et ces normes, en termes de démocratie et de légitimité, n'ont absolument rien à voir avec les standards internationaux en la matière. Et nous constatons malheureusement que les instances africaines, que ce soit au niveau de la CEDEAO qu'au niveau des sous-régions, ça rime sur la position de la France sur ces questions-là. Et ça, c'est particulièrement dommageable, puisque ça prouve qu'en matière de diplomatie, la diplomatie africaine est très faible et qu'elle a tendance à se plier devant la diplomatie occidentale. Ça, sur la question de la lutte contre le djihadisme, c'est malheureusement ce que nous constatons en ce qui concerne le Tchad et le Mali. Mais lorsque l'on regarde de manière aussi, quand on fait une analyse froide, quand on regarde ce qui se passe au Mali, c'est que depuis déjà l'intervention des troupes maliennes dans le cadre de l'opération Épervier en 2012 et jusqu'à la mise en œuvre de l'opération Barkhane en 2015, nous sommes en 2021, donc 6 ans plus tard, les djihadistes n'ont toujours pas été le djihadisme n'a toujours pas été éradiqué, les différents groupes djihadistes n'ont toujours pas pu être mis hors d'état de nuire, malgré l'importance des troupes militaires présentes au sol. Il y a 5100 militaires français qui sont présents dans la région du Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane, malgré un appui, malgré des moyens militaires et logistiques
conséquent. Ils sont quand même venus avec de l'artillerie lourde, comprenant aussi bien des troupes au sol, donc des militaires, l'infanterie, que ce soit les blindés, que ce soit l'aviation, que ce soit les hélicoptères de combat, les avions de chasse et tout ça là, toute la marda là, avec bien entendu le renseignement au sol, avec l'appui également des Américains qui aident les Français justement dans le cadre du renseignement là-bas, et bien malgré tout ce déploiement de puissance militaire, la France est quand même la 6e puissance militaire au monde, malgré tout ce déploiement de puissance militaire, eh bien, il n'arrive pas à éradiquer ce phénomène-là. Pire encore, on continue à constater chaque jour on continue à déplorer des violences, des morts, comme c'est le cas le week-end dernier au Burkina Faso. Donc, est-ce que véritablement le fait que le Mali, la France suspende sa coopération avec les autorités maliennes va changer véritablement quelque chose sur le terrain? Personnellement, je ne le crois pas. Et je pense même que, j'ai même oublié de citer un autre acteur, la MINUSMA, la mission des Nations Unies de stabilisation pour le Mali, qui compte à peu près 15 000 hommes. Et bien, avec tous ces contingents-là, les forces militaires des États, on a la France, on a la MINUSMA, malgré tout ce déploiement d'hommes et de ressources, tant matérielles qu'humaines, dans cette partie du continent-là, eh ben, les groupes djihadistes continuent de perdurer et leur violence continue de faire des victimes, principalement parmi les populations civiles. Et pire encore, pour ce qui s'est passé le week-end dernier au Burkina Faso, on a vu que des entités qui avaient été mises conjointement avec les autorités militaires, enfin que le ministère de la Défense nationale et les populations locales, ce sont des milices armées, ce qu'on appelait les défenseurs de la démocratie, alors les volontaires, pour la défense de la démocratie, c'était des groupes qui étaient là en quelque sorte pour assurer un premier niveau de protection en attendant l'arrivée de renforts militaires au cas où des troupes djihadistes viendra agir dans une zone. Et c'est ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est que les troupes djihadistes ont d'abord attaqué, si tu veux, l'espèce de petite garnison des volontaires pour la défense de la démocratie. Ils les ont totalement décimés. Ensuite, ils se sont attaqués aux populations civiles. Donc, ils avaient un double message à lancer. D'abord, pour dissuader tout citoyen d'entrer dans ces groupes-là, dans ces espèces de milices d'autodéfense-là, les dissuader d'entrer dans ces organisations-là, parce qu'évidemment, le même sort leur serait réservé. Et deuxièmement, montrer à la face des États qui sont notamment ceux du Sahel, dans lesquels la menace djihadiste est véritablement encore réelle, de montrer aux yeux des États que malgré le déploiement de forces des militaires français et de leurs alliés régionaux, eh ben, les milices, enfin les groupes djihadistes continuent d'opérer en toute impunité dans cette zone-là. Donc, véritablement, on va s'attendre à ce que, d'abord, le prochain président, enfin le futur président qui va être investi dans quelques heures, le colonel Assimi Goïta, nomme un Premier ministre. De ce qu'il semblerait, c'est que ce futur Premier ministre-là, on sait qu'il sera choisi parmi le mouvement du 5 juin, le M5 RFP, et il s'agirait de Chokrel Mogana, qui est une personnalité que les Maliens connaissent très bien, qui était même l'un des porte-parole du mouvement du 5 juin. Donc, une fois que ce civil-là aura le poste de Premier ministre, on va maintenant enfin voir de quoi est-ce que le mouvement du 5 juin sera véritablement capable. Est-ce qu'il sera capable de remettre le Mali sur les rails et d'aller au bout de la transition en organisant le 22 février prochain les prochaines élections? Ça, évidemment, l'avenir nous le dira. Mais surtout, il faut savoir qu'au cours des 9 premiers mois de la transition, ce mouvement-là avait été quelque peu marginalisé. Et le colonel Assimi Goïta était particulièrement malin dans sa stratégie, en sachant qu'il avait déjà en déposant le colonel Bandao et le Premier ministre Mokhtar, il savait qu'une grande partie de la classe politique malienne serait contre lui. Et donc, il s'est retourné vers l'autre partie qui est aussi influente que les partis d'opposition, c'est-à-dire le mouvement du 5 juin, qui est cette espèce d'agrégation de partis politiques, d'ONG et de syndicats. Il se tournait vers elle pour demander de nouer une alliance en vue de
mener la transition vers les élections prochaines en février, comme je l'ai dit. Donc, on va voir ce que cela va donner, mais à mon avis, le retrait de la France n'aura pas une très très grande incidence sur le terrain parce que, évidemment, le week-end dernier nous a encore prouvé que les troupes djihadistes, malgré la présence des troupes françaises, restent particulièrement nuisibles. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reste connecté, on se trouve juste derrière. That fresh morning.